On se retrouve dans cette 4e vidéo des cahiers d'été avec l'indépendant. Et on va aborder deux notions. La différence entre et, e accent aigu et er, et quelle opération choisir pour résoudre un problème. Souvent, pour écrire un verbe lorsqu'on entend le son et, on hésite entre le e accent aigu et er. On va vous expliquer comment ne plus faire la confusion. Dans les deux cas, ça concerne les verbes du premier groupe. Petit rappel, les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent en er. Les verbes qui se terminent par le et e accent aigu sont au participe passé. Le participe passé est une forme conjuguée des verbes utilisée soit pour les temps composés, on l'utilise pour le passé composé, le futur antérieur, le passé antérieur et d'autres, soit comme adjectif, chien trouvé par exemple. On retrouve le participe passé dans le passé composé. Le passé composé est un temps fréquemment utilisé pour raconter quelque chose qui s'est passé récemment. Le passé composé se forme d'un auxiliaire et du participe passé. Il existe deux auxiliaires, le verbe être et le verbe avoir. Avec le verbe être, on utilise le participe passé à toutes les personnes, mais au masculin singulier, donc uniquement avec un et, e accent aigu, aux trois personnes du singulier. Les trois personnes du singulier sont je, tu et il, elle, on. Il faut donc ici que le sujet soit un garçon et qu'il soit seul. Il est resté à la maison. Il, c'est un sujet masculin et il est seul. C'est donc à la troisième personne du singulier. J'accorde donc rester avec le sujet, c'est un et, e accent aigu. Attention, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Si le sujet est donc féminin, on va ajouter un e. Elle est restée, par exemple. Et si le sujet est pluriel, on va ajouter un S, que ce soit au féminin ou au masculin. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir est un petit peu plus compliqué. Je vous explique. Vous avez sûrement entendu que lorsqu'il y avait l'auxiliaire avoir, la forme du participe passé ne changeait jamais. Et qu'il y avait tout le temps et, que ce soit du masculin, du féminin, du singulier ou du pluriel. C'est presque vrai. Prenons l'exemple, j'ai mangé une pomme. J'ai, c'est je suis une fille, pourtant j'écris manger et e accent aigu, puisque c'est l'auxiliaire avoir. Et que le COD, j'ai mangé quoi? Une pomme, est après l'auxiliaire. Par contre, si le COD se trouve avant l'auxiliaire, dans ce cas, le participe passé va s'accorder. La pomme que j'ai mangée. J'ai mangé quoi? La pomme se place avant l'auxiliaire. Que j'ai mangé, manger, c'est donc et eux qui s'accorde avec la pomme. J'ai acheté une robe. Je suis une fille, mais avec l'auxiliaire avoir, on met et e accent aigu. Par contre, si on met le COD devant l'auxiliaire, la robe que j'ai achetée et eux. Ça va être la même chose avec les verbes des autres groupes, sauf qu'on peut l'entendre. Par exemple, j'ai pris une photo et la photo que j'ai prise. Maintenant, le ER. Un verbe qui se termine par ER, c'est donc la forme à l'infinitif de ce verbe, une forme qui n'est pas conjuguée. On met ER au verbe lorsqu'il suit un verbe conjugué qui n'est ni l'auxiliaire être ni l'auxiliaire avoir. Par exemple, il veut aider sa famille. Veut, c'est le verbe vouloir qui est conjugué au présent. Il veut aider sa famille. Aider, c'est donc à l'infinitif. Ou j'aime jouer au Scrabble. J'aime, c'est le verbe aimer conjugué au présent. Et jouer au Scrabble, donc jouer ER à l'infinitif. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas joué. On pourra y jouer. T'en as un? Non, mais c'est vrai. T'en as un? J'irai chez mes parents. On met également le verbe à l'infinitif lorsqu'il suit une préposition. À, pour, dans, etc. Il n'y a plus donc deux verbes qui se suivent, mais une préposition avant ce verbe. Je donne un exemple. Il part pour étudier l'anglais. Pour étudier, pour est une préposition, je mets donc étudier à l'infinitif ER. Deuxième exemple, j'ai réussi à trouver la solution. À trouver, à est une préposition, trouver ER. Maintenant, je vous donne la technique pour ne plus se tromper. Et Romain, il l'adore. C'est vrai en plus. La technique, c'est de remplacer le verbe qui se termine par et, on ne sait pas si c'est et, e accent aigu ou et, er, par un verbe du troisième groupe. Et on va vous en donner un qui fonctionne tout le temps, c'est le préféré de Romain, c'est le verbe vendre. Si je peux remplacer par le verbe vendre à l'infinitif, ça veut dire que mon verbe est à l'infinitif et que je mets er. Par contre, si je remplace par le verbe vendre et que je suis forcée de le mettre au participe passé pour que ça ait du sens, donc vendu, ça veut dire que le verbe est au participe passé, donc et, e accent aigu. On va reprendre des exemples et voir si ça fonctionne. Premier exemple, j'ai acheté une robe. Je remplace par le verbe vendre, on va dire j'ai vendu une robe et pas j'ai vendre une robe, ça n'a pas de sens. Comme vendu, le verbe acheter est au participe passé. Deuxième exemple, il veut aider sa famille. Si je remplace par le verbe vendre, il veut vendre sa famille. C'est moyen. Je peux pas dire il veut vendu sa famille dans tous les cas. Donc il veut vendre sa famille, c'est de l'infinitif. Je mets donc il veut aider sa famille ER à l'infinitif.
Pour faire simple, un verbe qui se termine par le et e accent aigu, c'est la forme participe passé du verbe. Un verbe qui se termine par le et er, c'est un verbe à l'infinitif. Il n'est donc pas conjugué. Pour être sûr de savoir quelle forme je mets, j'utilise un verbe du troisième groupe, donc le verbe vendre. Si je dois changer le verbe et le mettre au participe passé comme vendu, c'est donc et e accent aigu, alors que si je laisse vendre à l'infinitif, c'est donc l'infinitif et la terminaison er. J'espère que tu as bien compris et que tu ne feras plus l'erreur. On passe à la deuxième notion. On va maintenant se demander quelle opération choisir pour résoudre un problème. Ici Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. Oui, je vous entends déjà, j'aime pas les problèmes, c'est compliqué, j'aime pas les mathématiques. Attention, c'est pas parce qu'on dit problème que c'est un vrai problème. C'est juste une situation qu'on peut rencontrer et que vous allez savoir résoudre. Vous les avez sûrement toutes vues, il existe 4 opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On va donc devoir utiliser une de ces 4 opérations, voire plusieurs, dans un problème. Et pour le savoir, il y a des indices dans l'énoncé. Les mots que vous allez trouver dans l'énoncé du problème vont vous donner des indices pour savoir quelle opération choisir. Il faut donc y être attentif. Pour une addition, par exemple, on va trouver des mots comme ajouter, la somme, le total, augmenter, donner, combien il y a en tout. Pour une soustraction, on va chercher à trouver une différence, combien il en reste. Il va y avoir des mots comme retirer, dépenser, ôter, enlever, perdre. Pour une multiplication, il va y avoir une idée de répétition, une idée de plusieurs. 2 fois plus, 3 fois plus, combien de fois plus, des choses comme ça. Et pour une division, il va y avoir une idée de partage. Si je partage, combien chacun en aura? Alors pour résoudre un problème, il faut être assez méthodique. Il faut d'abord bien le lire, comme si on se racontait une histoire. Et surtout, regarder la question qu'on nous pose, pour pouvoir y répondre correctement. Il y a plusieurs méthodes pour savoir quelle opération choisir. La première méthode, c'est de dessiner un problème lorsqu'on le lit pour mieux le comprendre. La deuxième méthode, c'est de jouer la scène et de faire un jeu de rôle pour se mettre dans le contexte du problème. La troisième méthode, c'est de décomposer le problème comme il arrive et de verbaliser, de l'expliquer à voix haute. J'achète 3 t-shirts à 12 € l'unité. Combien vais-je payer? Première méthode, le dessin. J'ai donc dessiné mes 3 t-shirts à 12 € chacun. Il y a 3 t-shirts, il y a donc une notion de répétition. Je vais utiliser la multiplication. Donc 12 fois 3. 12 fois 3 est égal à 36. Pour résoudre un problème, il faut toujours utiliser une phrase-réponse qui va répondre à la question posée. La question était « Combien vais-je payer ?» On l'écrit en reprenant les mots de la question. Je vais payer 36 €. Attention, dans cette situation, il est aussi possible d'utiliser une addition en additionnant le prix des 3 t-shirts. 12 plus 12 plus 12, c'est aussi 3 fois 12. Deuxième méthode, je vais jouer, prendre des objets, mettre en situation pour pouvoir résoudre le problème. J'ai 7 feutres. Romain m'en donne 6. Combien vais-je en avoir en tout? C'est parti. Romain, t'es prêt? J'ai 7 feutres. J'ai donc pris 7 feutres. Romain m'en donne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien j'en ai en tout maintenant? 13. J'en avais 7. Romain m'en a donné. C'est donc une addition. 7 plus 6 est égal à 13. J'écris donc la phrase réponse. J'ai 13 feutres en tout. Troisième méthode qui consiste à décomposer les étapes et à verbaliser avec le troisième problème. Romain avait 10 € dans son porte-monnaie. Il a acheté un journal à 1 € et un magazine à 3 €. Combien lui reste-t-il? On entend dans ce problème qu'il a acheté. Il a donc dépensé de l'argent. La question est combien lui reste-t-il? Il y a le mot reste. C'est peut-être une soustraction. On va maintenant décomposer les étapes. Romain avait 10 € dans son porte-monnaie. Il a acheté un journal à 1 €. Donc il avait 10 € moins 1 €. Ça fait 9. Il a aussi acheté un magazine à 3 €. Je continue. Il lui restait 9 €. 9 moins 3. 9 moins 3 est égal à 6. Combien lui reste-t-il? Il lui reste 6 €. Phrase-réponse. Pour résumer, il faut d'abord faire attention aux mots choisis dans le problème, qui vont donner un indice sur l'opération à utiliser. Pense à te raconter l'histoire pour pouvoir comprendre au mieux le problème et identifier la question pour y répondre au mieux avec une phrase-réponse. Ensuite, utilisez une des méthodes pour pouvoir trouver l'opération. Dessiner, si on préfère dessiner, mettre en scène le problème, si ça nous aide, ou tout simplement le verbaliser et le décomposer. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre les notions que nous avons vues. Comme d'habitude, pense à faire les exercices pour valider les notions que nous venons de voir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On te dit bonnes vacances et bonne révision. Mais l'anglais est très mauvais. De la main gauche aussi.